Salut tout le monde, c'est votre rendez-vous habituel du mercredi PLB Club pour bavarder de foot anglais, de foot allemand, la Première Ligue, la Bundesliga. C'est avec Ben aujourd'hui. Salut Ben. Salut tout le monde. Salut Serge. Salut Philippe. Tout va bien? Très bien. Super. Alors c'est une semaine un petit peu particulière, notamment en Angleterre, puisqu'il y a une journée à mi-semaine, il y a eu des matchs. Hier, il y a des matchs ce mercredi, il y aura encore un match ce jeudi. En Allemagne, c'est classique, journée le week-end dernier, journée le week-end prochain. On est ravis, très heureux d'accueillir Marc Delire dans cette émission. Salut Marc, je suis ravi de t'accueillir. Comment vas-tu ? Ça va très bien Philippe, bonjour à toutes et à tous. Ravi aussi d'être là avec l'équipe. Qui dit journée mi-semaine pour les journalistes de PlaySport dit, voilà, programme un petit peu chargé quand même, hein ? Tu bosses ce soir, c'est ça ? Oui, c'est ça. Je bosse ce soir. Mais j'étais aussi attentif à ce qui s'est passé hier. On va y revenir. Il y a quand même des grosses... Et c'est une grosse journée. Hein. Le programme, il est très... C'est vrai. On va suivre ça avec beaucoup d'intérêt sur PlaySport. Toute une série de matchs ce mercredi. Effectivement, on va y venir. On se plonge immédiatement dans l'émission et on commence comme d'habitude avec notre chapitre anglais. Avant de parler des matchs de cette semaine, on va quand même faire un petit retour sur ce qui s'est passé le week-end dernier. Il y avait quand même deux grosses affiches. On en avait parlé la semaine dernière ici en plateau. Et puis c'est tellement important vu la lutte extrêmement serrée pour le titre. Manchester City est allé gagner à Leeds. Ça n'a pas été facile, mais c'était quand même une performance. En tout cas, un résultat intéressant. Le résultat est là, la victoire. Et c'est tout ce qu'il faut. C'est tout ce qu'il fallait. Serge. Oui, City a souffert, a été malmené, a été bousculé, a réussi à marquer ce but qui leur permet de prendre 3 points. Ce n'est pas une performance, on va dire, à la Guardiola. Ils n'ont pas eu la maîtrise vraiment, mais ils gagnent, ils enchaînent les victoires et ils continuent à mettre la pression sur Arsenal. Et Haaland n'était pas là. C'est ça, sans leur target man, sans leur buteur maison, Haaland. Donc comme quoi c'est possible pour Man City de s'imposer sans le cyborg. Avec un but marqué par Semenyo. Son arrivée quand même dans l'équipe est un plus, certainement. Son intégration aussi s'est faite extrêmement rapidement. Hein. Je pense qu'il a marqué, en 11 matchs, il a déjà marqué 6 buts, toutes compétitions confondues. Exactement. Si Manchester City va chercher le titre, je pense que ce sera quand même en grande partie grâce aux transferts effectués durant le mercato d'hiver, effectivement. Marc, c'est important, évidemment, de réussir ces transferts du mercato d'hiver. On le sait depuis pas mal de saisons. Mais là, on peut dire que City a quand même vraiment frappé fort et ne s'est pas trompé parce qu'il y a Semenyo, il y a Guéhi aussi, qui était très bon contre Leeds. Il a fallu sortir un petit peu le chéquier, mais c'est vraiment du rendement immédiat. Et ça, c'est important. Sortir le chéquier, ils ont l'habitude, hein, c'est même pas une difficulté. Pour eux, le robinet, il coule sans arrêt. Donc, c'est un petit peu le Monopoly du foot du côté de City. Mais moi, tu sais, ils sont forts, ils sont très très forts. Ce sera Arsenal ou City, tout le monde le sait. Les sensations, les estimations, les évaluations, elles bougent comme cela de semaine en semaine, même si je persiste à croire que c'est l'année d'Arsenal. Mais moi, City, tu me dis City, je pense Doku, à 100 jours de la Coupe du Monde. J'ai envie de voir comment il est, j'ai envie de voir s'il se rétablit bien. Il n'était pas là, mais voilà, mais c'est clair que City ne pouvait pas faire pire que la saison dernière. Donc elle est bien embarquée, tout se met en place au bon moment. C'est la grosse artillerie. Hein. Ouais, et du coup, il était sur le banc, hein, donc il était quand même de retour de blessure, c'est important. Au moins, il ne se fait pas matraquer une fois qu'il est sur le banc. Oui, effectivement, les risques de blessure, c'est évident. Guy, pour revenir à lui, il a tout, hein, quand même, ce gars-là. Il a la vitesse, il a la physique, il a le physique, il a la relance. Alors, il a tout, mais il le dit lui-même, il doit encore progresser. Et il progresse déjà depuis son arrivée à City. Écoutez. I've had to adapt completely, change my game completely, and I'm still learning a lot each and every day. And it's difficult because there's so many ideas. It's more thought process as opposed to physical. Thinking a lot, finding the right pass, when to pass the ball. Driving at players, committing players. So there's so many different aspects of the game that I'm learning on the job, and don't have really much time to embed myself. But it's been great because I've had a lot of help, so it's been fantastic. Quand on croise Guardiola, effectivement, les premières choses qu'on fait au départ, la première chose, c'est on écoute pour son savoir. On écoute et puis
on apprivoise l'environnement parce que c'est vrai que c'est un joueur hyper talentueux qui vient de Crystal Palace, donc il monte quand même d'un niveau. Il a des meilleurs joueurs autour de lui. Il a un entraîneur capable de le faire progresser. Il va jouer la Ligue des Champions. Donc voilà, c'est que du bénéfice évidemment pour lui et pour Manchester City parce qu'il est quand même très très costaud et c'est très vite intégré dans cette équipe. Ouais, et puis c'est plus facile évidemment de changer de club, mais dans le même championnat. S'il était parti au Barça, forcément, par exemple, ça prend toujours un petit peu plus de temps au niveau de l'adaptation. Donc c'est du win-win. Et City s'est donc imposé donc, le week-end passé. City qui accueille Nottingham ce mercredi, en principe avec Sels. Parce que Sels revient de blessure, mais Ortega, lui, est blessé maintenant, donc c'est Sels en principe qui va continuer à jouer, espérons pour lui. Et ensuite, City va à Newcastle en FA Cup ce week-end. Et puis, mercredi prochain, déplacement au Real quand même. Donc c'est un lourd programme et c'est le cas de toutes les équipes qui sont concernées par le haut du tableau et les coupes européennes. Arsenal s'est aussi imposé le week-end dernier 2-1 dans le derby contre Chelsea. Marc, c'est pas mal non plus. Moi, je dirais chapeau quand même à Arsenal parce que ces dernières semaines, cette équipe a toujours joué après City. Et comme City a à chaque fois gagné, la pression, elle est toujours là quand même aussi. Oui, mais souviens-toi, juste la fin de l'année précédente, en 2025, il y avait eu un creux, on s'est dit, voilà, encore une fois, ils vont terminer deuxième. Et je répète ce que je t'ai dit tout à l'heure, je pense vraiment que c'est l'année d'Arsenal. Ils sont en train d'évoluer mentalement, physiquement aussi lors de leur dernière rencontre. Ça n'a pas été des succès faciles. On va revenir sur les coups de coin et les buts inscrits. Mais il y a une maturité là-dedans. Il y a aussi une force de caractère qui fait qu'ils sont en train, après 3 années où ils sont chaque fois passés à côté, d'avoir une espèce de culture de la victoire qui est en train de germer et sans doute peut-être sur le point d'éclore. Enfin, moi, je le souhaite pour leurs supporters parce que franchement, c'est une équipe qui, quand il n'y a pas de blessés, quand tout le monde est là et quand tout le monde est à 100%, franchement, avec le Bayern, c'est peut-être une des équipes les plus complètes du championnat européen. Serge, c'est pas toi qui vas dire le contraire. Alors, je suis content d'entendre Marc parler comme ça d'Arsenal. C'est vrai qu'il y a des critiques, on dit que c'est le FC Corner, mais il faut quand même expliquer qu'en football, la mémoire est souvent courte. Si on revient sur les 13 titres de Sir Alex Ferguson, c'était pas du football champagne à chaque fois, c'est du football whisky, même plutôt whisky écossais. Les 3 titres de Mourinho, on retient les 3 titres, mais on se souvient aussi que c'était parfois quand même des matchs très serrés avec un système qui n'était pas très spectaculaire. Donc là, tous les moyens sont nécessaires. Ils ont été deuxième pendant 3 saisons. On s'est moqué d'eux en disant ils sont trop romantiques. Cette année, ils sont réalistes, ils sont efficaces et s'ils doivent gagner le championnat sur corner, pourquoi pas? C'est pas une insulte, le FC Corner. C'est pris un petit peu quand même dans les deux sens. Quand on voit que Slot a notamment dit ce week-end qu'il s'ennuyait et puis d'autres grandes personnalités du football qui s'ennuyaient en regardant la Première Ligue, notamment un match comme Arsenal-Chelsea. Voilà, c'est quand même des critiques. Bon, comme souvent, c'est sur phase arrêtée. On l'a dit que les Gunners ont fait la différence. Les 3 buts, d'ailleurs, de cette rencontre ont été marqués sur phase arrêtée, chaque fois sur coup de coin. C'est la 9e fois que les Gunners, cette saison, marquent le but victorieux sur coup de coin. Ça, c'est quand même une stat... c'est le record historique de Première Ligue. Oui, 16 buts sur corner, ils ont égalé le record, mais vont le battre. Il reste à 7 matchs, mais gagner 9 matchs grâce à un corner victorieux, effectivement, là, c'est quand même assez exceptionnel. Marc, toi qui fais partie, je vais dire, comme moi, des anciens, Serge un petit peu moins et Ben pas du tout. Il n'y a pas si longtemps, souviens-toi, les coups de coin, qu'est-ce qu'on faisait? On balançait un ballon dans le rectangle, il fallait un bon frappeur, on faisait monter les 2 défenseurs centraux, on espérait que l'un des 2 gagne le duel et c'est tout. Au niveau tactique, c'était tout. C'est exceptionnel la manière dont les choses ont évolué quand même. Ouais, la première chose, et tu as tout à fait raison sur ta description de ce qu'étaient les coups de coin à notre époque, mais la première chose qui a terriblement évolué, c'est la frappe du tireur, parce que sans lui, il n'y a rien qui existe. Et là, du côté de Declan Rice ou de Saka, ou peu importe du côté d'Arsenal, mais tu peux regarder le pourcentage de frappes réussies, ça frôle le 100%. On a beau se dire, oui, finalement, c'est des pros, c'est pas compliqué de donner un ballon. Si, c'est terriblement compliqué, parce qu'ils doivent le donner, c'est un peu comme un coup de golf, où tu dois vraiment aller viser une cible, et ce ballon doit tomber là-dedans. Deuxième chose après le frappeur, c'est la mise en place et l'élaboration des différentes tactiques, je dirais même des stratégies dans toutes les courses. C'est un ballet remarquablement organisé. Quand tu reprends les coups de coin, et on l'a fait souvent sur PlaySport, pour voir justement avec les consultants, les anciens joueurs qui nous expliquent « Ouais, moi je devais courir dans cette zone-là, lui dans cette zone-là, on devait tamponner l'un, on devait bloquer un autre. » C'est un ballet. Et quand tu vois comment c'est pratiqué, avec aussi, je dirais,
un certain laxisme de la part des arbitres, parce que ce qui se passe en Angleterre, dans la Jupiler Pro League, on arrête à tous les coups. Il n'y a jamais un but sur coup de coin, on siffle une faute, quoi qu'il arrive. Mais là, on laisse s'exprimer ce ballet, et ça donne quelque chose. Et quand tu dis FC Corner, c'est pas une insulte, c'est pas un compliment non plus, moi je dis bravo, parce que dans des défenses ultra regroupées, parvenir à saisir l'opportunité d'une phase arrêtée, c'est pas donné à tout le monde, hein, vraiment pas. Serge, ou Ben, qui veut ajouter quelque chose? Je voudrais juste, il y a quand même ce cliché aussi où on a toujours entendu dire qu'on ne pouvait pas toucher un gardien dans son petit rectangle. C'est vrai. Non, mais c'est vrai, la règle au départ, c'est ça, dès lors qu'il n'a pas les pieds au sol. Oui. Ouais. Là, Ça s'il a est changé. au sol, en l'air, ou non, là, de toute façon, ça pousse, ça tire, ça écrase de tous les côtés maintenant. Ouais, on dit bravo à Arsenal, je rejoins Marc là-dessus. Bravo à Lens qui était en tête de Ligue 1 au mois de décembre parce que c'était l'équipe en France qui marquait le plus sur coup de coin. Bravo au Barça, c'est l'équipe la plus performante sur coup de coin en Liga. C'est la même chose pour le Bayern et l'Inter dans leurs championnats respectifs. Donc si vous n'êtes pas bon aujourd'hui sur corner, Vous n'avez aucune chance. vous n'avez pratiquement, en tout cas vous vous enlevez des chances d'être champion. Alors, il y a les phases arrêtées offensives, mais il y a les phases arrêtées défensives aussi. Et là, il faut quand même, faire un coup de chapeau à Raya sur le week-end dernier, parce qu'il a fait quand même une prestation exceptionnelle sur phase arrêtée, dans le jeu aussi. Il y a, voilà, on va vous montrer un petit arrêt sur image, un instantané qui, je trouve, est très révélateur de la situation des gardiens sur une phase arrêtée. La situation de Raya, ça rage aussi sur les phases arrêtées. C'est terrible, la bataille du petit rectangle. C'est le plus petit gardien, je pense aussi, de Première Ligue, David Raya, ou un des plus petits, donc il a intérêt à avoir cette rage et sauter au-dessus de la mêlée. Gros match de Raya. Selon toi, Marc, c'est l'un des meilleurs ou c'est le meilleur de Première Ligue? Il y en a d'autres aussi, hein, bien sûr. Mais moi, il m'épate parce que c'est vrai, Benoît a raison, c'est 1m83, Raya. C'est 30 ans, c'est un mec qui s'est construit, il est quand même resté 4-5 ans à Brentford avant d'arriver à Arsenal. C'était pas donné à tout le monde de pouvoir éclore à ce niveau-là. Et ce qu'il fait là, mais en même temps, lui, il a compris qu'en fait, de par sa petite taille et sa corpulence, qui n'est pas non plus, c'est pas un bodybuilder, il rentre dans tout, jamais on va siffler. Hein. Jamais. Donc, comme on l'attaque, il se défend, et il se défend superbement bien. On ne sifflera jamais une de ses interventions. Et là, l'image, l'instantané, ça résume exactement ce mec-là, quoi. Il va aller dégommer. Mais il va même dégommer ses défenseurs, hein. S'il faut, là, il y a... Mais en fait, quand tu es gardien en Angleterre, tu ne dois avoir du pitié pour personne. No mercy quand tu es gardien de but, même pour tes équipiers. Ben. Ça va faire, à mon avis, la 3e saison d'affilée qui va être le Golden Glove. On a parlé beaucoup de Matsels la saison dernière, mais tous deux ont terminé avec en même temps. Avec 13 clean sheets. Ils ne sont pas nombreux quand même dans l'histoire de la Première Ligue à dire on a été 3 fois le gardien à avoir gardé le plus le 0 sur une saison. Il y a une certaine époque, il était en concurrence avec Ramsdale. Hein. Ouais. Non, ça a été vite réglé. Quand il est arrivé, il a vite pris l'avantage. Mais Marc a raison, maintenant les gardiens doivent s'imposer, hein, ils doivent mettre le point. D'ailleurs, à un moment, dans le match face à Chelsea, je crois qu'il touche, je crois que c'est João Pedro avec le point, il faut y aller, il ne faut plus avoir peur. Si tu restes sur ta ligne, tu es mort maintenant sur les coups de coin en Angleterre, ça c'est sûr. Alors on écoute un spécialiste, évidemment, c'est un ancien gardien de Manchester City et de l'équipe nationale, c'est évidemment Joe Hart. But what I love about David Raya is he's so disciplined, he's so meticulous, and his willingness to be in the right position at the right time and make the big saves when he comes to it. It's just a culmination of all the hard work, trust me, that he's doing every single day on the training ground. And today was no different. It was another really impressive performance from him. Lui aussi, c'était un costaud à City, Joe Hart. Juste pour l'anecdote, puisque on va quand même parler aussi des rencontres de ce soir. Encore une dernière chose par rapport à ce derby gagné par gagné par Arsenal. Chelsea s'est encore retrouvé à 10. C'est la 7e fois, c'est le record de cartes rouges en Première Ligue. Et il y a toujours, on a de l'humour en Première Ligue. On parle beaucoup de coupe de cheveux du côté de la Première Ligue. Le nouveau défi de Liam Rosenior, c'est drôle ça. Marc, c'est drôle ça parce que je sais que tu aimes bien ce genre de petits montages, non? Mais, nous, si on était entraîneur, ça ne nous poserait pas de problème, hein, Philippe. C'est pour ça que je te pose la question. Voilà. Oui, moi, c'est pour ça que je ne suis pas entraîneur, je ne serais pas drôle. Et c'est référence évidemment aux supporters de Manchester United qui doit encore se faire couper les cheveux avant d'avoir une 5e victoire d'affilée. Bon, on a parlé des 2 faits majeurs du week-end dernier, c'était évidemment très très important. Voici les résultats de ce mardi soir, puisqu'il y avait 4 rencontres.
Bournemouth, Brentford 0-0, Everton, Burnley 2-0, Leeds, Sunderland 0-1. Wolverhampton, Liverpool. C'est évidemment le match qu'on pointe, non seulement parce que c'est toi qui étais au commentaire, mon cher Serge, mais parce que Liverpool a été battu. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas ? Un match qui s'est emballé sur les 20 dernières minutes, qui a été très fade jusque-là. Bon, c'est Liverpool qui avait la possession de balle, qui avait eu quelques occasions, mais à un moment, c'est parti dans tous les sens. Wolverhampton, qui venait de battre quand même Aston Villa quelques jours plus tôt, à domicile, a enchaîné avec, en menant 1-0. Salah, qui n'avait plus marqué depuis 10 rencontres, a égalisé. Et puis Wolverhampton a finalement, avec un petit peu de réussite, été chercher la victoire dans le temps additionnel. C'était un vrai bon match de Première Ligue, sauf si on est supporter de Liverpool, évidemment, on n'a pas trop apprécié. Alors, c'est un match que Liverpool, Serge, doit toujours gagner quand on voit les stats. Ah, ils ont eu des balles de match, notamment avec Salah. Il y a un coup de tête de Van Dijk sur la fin, mais il se passe quelque chose à Wolverhampton, une équipe qui, selon Opta, qui est quand même le fournisseur de stats de la Première Ligue, ils ont 99,98% de chances de descendre en Championship. Et là, ils viennent de prendre 7 points à domicile face à Arsenal, Aston Villa et Liverpool. Incroyable. Mais surtout, la grinta, la volonté de cette équipe. Parce que moi, j'ai jamais vu ça. Une équipe qui est quasiment en Championship et qui joue avec autant de volonté, ils ont une envie, de joie lorsqu'ils voilà. marquent un but, et les supporters qui sont à ce point en plein délire. Et le coach, Rob Edwards, il est en feu. C'est on aurait dit un match de coupe en fin de rencontre hier. Il y avait une ambiance phénoménale. Ceci dit, si Wolverhampton ne marque pas en premier, je suis même pas sûr que Liverpool marque dans ce match. Ça pourrait très bien rester 0-0. Oui. Après, ce sont les matchs aussi de milieu de semaine. C'est jamais la joie, c'est jamais des dingueries. Et particularité, vendredi, ces deux équipes se retrouvent au même endroit, à Molineux, exactement. Avec un match. Et particularité, vendredi, ils battent Aston Villa 2-0 sur leurs 2 seules frappes cadrées. Et hier, ils battent Liverpool sur les 2 seules frappes cadrées. Et le but décisif est dévié en plus. Il parvient à tromper Alisson. Donc, c'est assez incroyable. Si le championnat avait commencé au mois de janvier, je pense que Wolverhampton serait dans le top 6. Ah, effectivement. Bon, ils ont commencé un petit peu tard, c'est vrai. Bon, Arne Slot, on va l'écouter quelques mots après la défaite d'hier. We're coming closer and closer to the end and then dropping points in a game where it's absolutely not necessary. If you look at the run of play, it wasn't that we played so great. I'm not saying that, but if we play this game in this fashion 10 times, I don't think we will lose 10 times. It's far from sure that we win every time because therefore we were not good enough. If we don't want to rely on a deflected shot, we need to do better. We have to play better. But we've had enough chances to win the game. But credits to Wolves as well. They fight from first, second till the end, and got maybe a little bit of luck what they deserved if you look at how much they put in throughout the whole game. Pas assez bon Liverpool, tout simplement. Marc, mais je dirais comme depuis le début de la saison, et de temps en temps ça va un petit peu mieux, mais c'est trop irrégulier. C'est pas le vrai Liverpool, hein. Non, c'est pas le vrai Liverpool. Juste une petite parenthèse sur Wolverhampton, parce que on avait eu Jackson Tchatchoua à l'interview sur PlaySport un peu avant la fin de l'année, et j'avais regardé quelques matchs de Wolverhampton. Franchement, leur défaite, ils ont parfois pris des casquettes, mais ça jouait tout le temps au foot. Ils n'ont jamais été ridicules, même quand ils étaient battus, ils n'étaient jamais ridicules. Je ne vais pas dire que c'est pas une surprise ce qui se passe maintenant, parce que accrocher Arsenal, battre Aston Villa et battre Liverpool, ça veut quand même dire quelque chose. Et quand tu entends maintenant Arne Slot, moi ce que j'aime bien chez Arne Slot, c'est que il a un art assez délicat de pas toujours se mettre dans des positions compliquées. Il est très malin dans ses déclarations. Tu peux pas lui dire il a rien à se reprocher, ou on est beau, ou les autres sont plus forts. Mais Liverpool, quand tu vois l'équipe qu'ils avaient aujourd'hui, moi j'en avais fait évidemment mon candidat numéro 1 pour leur propre succession, mais y compris en Ligue des Champions. Tu vas me dire en Ligue des Champions c'est pas encore terminé, mais dans le championnat, l'irrégularité c'est incroyable, vraiment incroyable, c'est à ne rien comprendre. Ouais. Il y a des joueurs qui ont des pics de forme comme ça, mais ça ne tombe jamais en même temps. Ils sont jamais suffisamment. Il y a l'affaire Salah aussi. Enfin, les problèmes de Liverpool ne datent pas de ce mois de décembre. Il y a le trauma Jota. Je sais que c'est facile à remettre sur la table, mais c'est toujours présent et ça a marqué le vestiaire. Il y a le crédit d'Arne Slot qui est en train de s'épuiser quand même. Et s'il rate la Ligue des Champions, je pense que ce sera fatal pour lui. Ok, allez, la suite de cette 29e journée sur Play Sport, ce sera ce mercredi avec donc Marc à la présentation. Voici les matchs qui seront au programme. Brighton, Arsenal.
Bon, Brighton, on n'en parle pas beaucoup cette saison. Il faudrait qu'on en reparle un petit peu. Il reste sur 2 victoires. Oui. Ils avaient eu un long passage à vide, mais là, ils viennent de gagner 2 matchs, effectivement. Newcastle, Manchester United, ça fait quand même 19 points sur 21, je pense, depuis l'arrivée de Carrick du côté d'Old Trafford. Et puis, évidemment, demain, dernière rencontre de cette journée de compétition, Tottenham, Crystal Palace. Ça nous permet donc de parler, je vais dire, du plus grand malade de la Première Ligue, évidemment. C'est Tottenham, encore battu cette fois 2-1 à Fulham. 2 matchs depuis l'arrivée de Tudor, 2 défaites. Alors la question que je vous pose, est-ce qu'on peut dire que la nomination de Tudor au poste d'entraîneur de Tottenham est déjà un coup de poker manqué? Parce que oui, mais coup de poker manqué, mais qui risque de coûter cher aussi. C'est incroyable ce qui se passe là-bas. Bon, c'est un petit peu tôt. Après 2 matchs, il arrive quand même dans une équipe qui Oui, mais au fonctionne niveau du pas contenu. tout. Au niveau du contenu, oui. Mais voilà, ils ont maintenant quelques rencontres pour essayer de remonter la pente parce qu'ils deviennent de vrais candidats au maintien. Ah oui. Ils n'ont pas encore gagné en 2026. Ouais, moi avec Tudor, j'ai un peu l'impression que c'est un peu le shampoing anti-chute de cheveux qu'on va chercher On pour reste dire dans les cheveux. Ça, Voilà. c'est parce que Marc était invité. Ça, c'est pas du tout, ça, c'est un coup bas, quand même. aucune référence à ça. Non mais voilà, on sait très bien que ça va pas marcher. Et Tudor, après 2 matchs, il s'en prend déjà à l'arbitrage. Ouais, ça c'est vrai. Alors il est dans un championnat. Ouais. qui Cela dit, qui sur ne la connaît phase, pas bien. il n'a pas tort sur la phase. Ouais. Oui, Marc, tu veux intervenir? Oui. Oui, attends, là, je veux bien, mais là, quand tu revois la phase avec Raúl Jiménez, là, pour ça, il a raison. Sur cette phase-là, on a parlé tout à l'heure de ce qui se passe sur les coups de coin. Mais là, je comprends pas comment on a accepté ce but. Honnêtement, je comprends pas. Non, surtout que Tottenham, le match précédent, Oui. avait eu le même genre de situation. Avec Colomboigny et voilà, Gabriel, on avait effectivement. Ouais. Arsenal. Bon, c'est vrai, mais bon, ça n'enlève rien aussi aux difficultés, et ça n'explique pas toutes les difficultés de Tottenham. On va écouter justement Igor Tudor après la défaite de Tottenham ce week-end, parce que la prestation était quand même en dessous de tout. On l'écoute. I cannot tell you nothing new. We need to find forces inside each of us. I said to the players, it's always what you're gonna do, what you want to do with yourself. You know, more personality, more wish to do before reacting. You know, plenty of things, lot of things. We are lack when we attack. We are lack of the quality to score the goal. We are lack in the middle to run, and we are lack behind to stay there and suffer and not concede the goal. So amazing situation, amazing. Is confidence an issue in the dressing room now? It's always about also, of course, it's confidence problem. How do you change that? How we change? Tell me you how we want to change. Moi, j'ai écouté j'ai écouté toute l'interview. Il est consterné, mais pendant les 8, 9, 10 minutes. J'ai l'impression qu'il... Alors, bon, il s'était peut-être pas bien renseigné, mais qu'il se rend pas compte. Il ne s'est peut-être pas rendu compte de difficultés vers lesquelles il allait dans ce club. Moi, je pense que ce club est toxique pour le moment. Il y a eu trop de changements C'est là peut-être le bon maintenant mot, depuis quelques mois, depuis quelques années, au niveau de la direction, sportive, au niveau des entraîneurs, au niveau des joueurs. Où, voilà, ça a l'air d'être quand même assez compliqué. On voit mal comment Tottenham va s'en sortir. Moi, je pense qu'ils doivent vraiment maintenant se concentrer sur le maintien et ça va pas être facile. Non. Oui, non, mais c'est vrai, je rejoins complètement Serge. Le maintien va pas être simple parce que c'est vrai que la saison dernière et la saison d'avant, avec 26-27 points, c'est On va y bon, revenir après, vous étiez sauvés. Ouais. Mais là, il faut vraiment agir du côté de Tottenham. Je suis pas sûr qu'ils prennent les 7-8 points dont ils ont besoin. On va voir le bilan de Tottenham en 2026, parce que ça, c'est quand même hallucinant. C'est depuis le début de la saison qu'il y a des problèmes de ce côté-là, et même les saisons précédentes aussi, mais depuis la nouvelle année, regardez, aucune victoire, 4 partages, 6 défaites, 4 points sur 30. Marc, c'est assez incompréhensible quand même. Il n'y a pas que les blessés. Il y a d'autres choses. Ça n'explique pas tout, en fait. Non, mais quand même, tu peux pas oublier le paramètre des blessés. Ils avaient pratiquement une équipe titulaire. Ça, c'est une chose. Mais tu as raison, ils ont assez d'argent que pour pouvoir pallier ce genre de problème-là. Donc, je mets ça de côté. Pour moi, un autre problème où j'avais déjà eu l'occasion d'en discuter suite à leur défaite contre Arsenal, c'était avec Hein Van Azebroek qui me disait, tu sais, moi je pense qu'ils veulent trop donner d'importance à Xavi Simons, donner un petit peu les clés du jeu à Xavi Simons, et il est peut-être pas encore à 22 ans
apte à être le serrurier d'une équipe en difficulté. Pourtant, tu as des garçons comme Solanke, Colomwani, tu as de la personnalité. Ce qu'il veut, Tudor, c'est ce qu'il avait quand il était joueur, quand il était défenseur central, et notamment à la Juve, c'est de l'énergie. Lui, ce qu'il veut, c'est une débauche d'énergie, c'est un pressing haut, c'est un football offensif. Il veut voir des gaillards, il veut voir des mecs mordants, et là, il ne les voit pas. Il voit des gens, des joueurs qui essaient un peu comme un poulet sans tête. Nasser Chadli, qui était là justement pour le derby contre Arsenal, lui, il en voulait à mourir à la direction. Il dit ils ont des oursins dans les poches, ils veulent surtout se faire du fric sur les transferts sortants, mais ils ne mettent plus ou alors ils n'ont pas assez de talent pour aller chercher des grands joueurs. Je lui dis mais alors attends, t'as quand même été chercher Colomwani, t'as des garçons qui savent jouer, et il me dit oui mais c'est pas des mecs qui correspondent à ce que Tottenham est, à savoir des gens offensifs qui pensent d'abord avoir un beau football, ou alors peut-être qu'ils pensent trop à un beau football, mais c'est peut-être des mecs qui sont pas assez beaux pour le football qu'ils pensent avoir. Donc c'est là que je rejoins Tudor dans son comportement en disant c'est incroyable ce qui se passe. Je sais pas ce qu'il faut. C'est un bon pompier quand tu vois ce qu'il a fait dans sa carrière d'entraîneur. En général, c'est pour ça qu'on l'appelle. C'est pour éteindre le feu. Mais là, je sais pas s'il sait où trouver l'eau pour éteindre les feux. Ouais, effectivement. Et puis, il y a aussi, parce que tu as raison sur tout ce que tu dis, il y a aussi ces stats à domicile qui sont... Parce que, Marc, et nous aussi, on est allé déjà... dans ce stade là-bas, le Tottenham Hotspur Stadium, qui est un stade extraordinaire, grand stade, magnifique, une ambiance quand même aussi, avec des supporters qui sont fanatiques. Et puis on se retrouve avec ce bilan-là, 10 points sur 12, 2 victoires, 8 défaites. Moi, je me souviens qu'en début de saison, on s'était dit, oui, ok, ça c'est un petit accident de parcours à domicile. À domicile, ils vont reprendre des points, ils vont remonter. Ils n'ont pas repris. Enfin, pas suffisamment de points, forcément. À domicile, logiquement, quand vous êtes Tottenham, vous devez faire le jeu. Mais là, et on le dit, on appuie dessus, c'est vraiment cette création qu'il n'y a pas du tout. Il y a Kulusevski blessé, Maddison pas là, Bergvall qui était l'étoile montante pas là non plus. On se rabat tous sur Simons. Mais je rappelle quand même que Simons, ni le Barça, ni le PSG n'ont fait des pieds et des mains pour le garder. C'était peut-être qu'il y a une raison. Mais au demeurant, c'est un super joueur et un beau potentiel. Hein. Je ne dis pas le contraire, mais... c'est pas lui qui va tirer les Spurs vers le haut. Je vais peut-être revenir sur l'entraîneur. Il faut rappeler quand même que Tottenham est 17e la saison dernière, donc il se retrouve dans la même zone rouge pour le moment. On va le voir justement avec l'infographie. Thomas Franks est choisi, ça marche pas. Ils vont chercher Tudor, qui est très critiqué en Angleterre parce qu'il n'a jamais fréquenté le football anglais. Ouais. On va peut-être faire le parallèle avec Michael Carrick, qui a d'ailleurs joué à Tottenham et à Manchester United. Il arrive dans un club qui est un petit peu mieux que Tottenham, même s'ils perdent la finale de l'Europa League la saison dernière. Et ça marche bien, parce qu'il connaît le club, il connaît le football anglais. Là, ils ont été chercher quand même quelqu'un qui, déjà après 2 matchs, là, son interview, elle est hallucinante quand même. Il critique tout et tout le monde. Oui, et on le voit comme ça déjà. Oui. Voilà. Bon, vous avez vu l'infographie. Ouais. C'était pour vous montrer que la saison dernière, on a dit Tottenham, c'est la cata, c'est bien pire. Ouais. Et comme tu le disais tout à l'heure, Benoît, cette fois-ci, la lutte pour le maintien, elle est complètement différente. Et là, regardez, 4 points de plus seulement pour la saison dernière, c'était presque bon en Première Ligue par rapport à ça. Je vais être provocateur, je suis même pas sûr qu'il gagne encore un match cette saison. Mais alors c'est... Ouais. Les gars, n'oubliez pas, ils sont toujours qualifiés en Ligue des Champions. Hein. Mais évidemment. Et là, ils vont aller jouer l'Atlético, parce qu'en Ligue des Champions, ils font des bons matchs. Hein. Alors, je ne dis pas qu'ils sont flamboyants, mais pour faire ce qu'ils ont fait en Ligue des Champions. Alors, moi, je sais, évidemment, et je partage l'avis de ceux qui disent, oui, mais est-ce que la Première Ligue n'est pas plus compliquée que la Ligue des Champions? Certainement. Et à court terme et à moyen terme, elle va encore l'être davantage. Mais contre l'Atlético Madrid, ils peuvent passer, hein. Franchement, ils peuvent passer. Mais ils peuvent faire un truc à la Tottenham de la saison dernière. Mais enfin, alors, il faut quand même aller gagner la Ligue des Champions. C'est autre chose que de gagner l'Europa League. Mais le problème, c'est quand même le maintien. Et l'essentiel, c'est quand même de rester en Première Ligue. Mais ces matchs, imaginons qu'ils franchissent un cap supplémentaire et qu'ils accumulent encore d'autres matchs. Est-ce qu'il ne faut pas, à un moment donné, se dire, c'est triste à dire, mais je mets la Ligue des Champions de côté pour assurer le maintien. Ils ne vont pas le faire, bien sûr. Moi, je le ferais parce que, comme j'ai dit, cette année, je pense qu'il faudra aller chercher 35-36 points pour se sauver parce que West Ham n'est quand même pas très loin. Bon, victoire obligatoire, donc vraiment, pour Tottenham ce jeudi contre Palace, c'est un derby évidemment. Bon, Palace, c'est pas l'ambiance non plus. 2 victoires seulement en 13 matchs. Cette équipe, en 13 matchs, a chuté de la 4e à la 14e place. Une défaite supplémentaire le week-end dernier contre Manchester United.
Serge, tu rappelles rapidement peut-être le contexte des dernières semaines, des derniers mois qui ont fait qu'à un moment donné, l'ambiance est devenue un petit peu plus pourrie, tout simplement. Une équipe qui, cette saison, souffle le chaud et le froid. Il gagne la Cup, premier trophée d'histoire la saison dernière, première participation à une Coupe d'Europe, même si c'est en Conference League, après des problèmes, on va dire, juridiques. Il commence la saison quand même avec 18 matchs, je crois que c'est 18 ou 19 matchs sans défaite consécutive, toute compétition. Là, tout va bien et puis ça commence un petit peu à coincer. C'est vrai qu'il y a les départs, notamment de Guy au mois de janvier, qui venait encore un petit peu plomber, qui était de fin de contrat. Donc, à un moment, il fallait faire un choix. Et puis surtout, un Glasner qui est très mécontent déjà l'été dernier parce que lui a rêvé de grandeur, évidemment, après la finale gagnée en Cup et la Community Shield gagnée face à Manchester City. Et donc, des frictions entre la direction et le manager. Un manager qui parfois a des propos un peu trop directs, il critique aussi les supporters, et puis là évidemment c'est le retour du bâton parce que les supporters ont dit de toute façon voilà, c'est vrai que c'est peut-être le plus grand manager de l'histoire de Crystal Palace parce qu'il a gagné un titre, mais il n'est que de passage, et que les supporters et le club évidemment vont rester, et voilà, ça se passe un petit peu de manière compliquée. Voilà ce qu'il a dit. Glasner, restez humble, n'oubliez jamais d'où vous venez. Je pense que ceux qui critiquent ont perdu leur humilité. Quand on oublie d'où on vient, on se fait souvent punir dans la vie. C'est ce qu'il aurait pu il aurait pu le dire à lui-même, parce qu'il doit rester humble aussi. Crystal Palace, ça reste un petit club du sud de Londres qui a gagné un trophée, c'était fantastique. Ça a été une belle épopée, mais il faut revenir les pieds sur terre un moment. Quand on voit les problèmes économiques de certains clubs, il y a encore le bilan financier qui est sorti avec notamment, j'avais fait West Ham le week-end dernier, ils ont perdu 100 millions l'année passée, West Ham, donc il va falloir vendre des joueurs, donc il faut quand même chercher un équilibre, parce qu'il y a quand même le fair play financier qui est très sévère en Angleterre, et voilà la réponse évidemment des fans. Voilà, des occasions loupées, la direction est nulle, et Glasner finished. C'est ça, en gros. Voilà, c'est assez cinglant. Ouais, tu comprends, toi, Marc Non, mais de toute façon, il a dit qu'il ne restait pas. Hein. Oui, non, il ne reste pas, mais quand on voit ça, allez, par rapport à ce qu'on a vu de Palace, ne fût-ce qu'en début de saison, puis la victoire de la FA Cup, le Community Shield, etc., l'Europe, c'est du gâchis quand même, non, vu de l'extérieur? Oui. Mais tu vois, pour revenir un petit peu sur les phases de jeu, Jiménez avec Tudor tout à l'heure, ici l'exclusion de la Croix, parce qu'ils mènent, quand ils sont à faire là. Ouais, là, tu peux quand même discuter aussi. Alors tu vas me dire, ok, on va pas revenir sur l'arbitrage, ça peut pas tout expliquer, mais il a quand même quelques arguments à faire valoir, y compris dans la période des transferts, entrant et sortant. Il n'a pas non plus été terriblement soutenu par sa direction. Moi, ce que je vois, c'est que c'est un mec que partout où il est passé, il a gagné. Il a sa carrière au LASK en Autriche, à Francfort, ici maintenant à Crystal. Moi, j'aime bien cet entraîneur-là. Alors, c'est vrai qu'il est parfois un petit peu caliméresque, mais j'aimerais bien le voir dans des conditions, tu vois, à la place de Guardiola. Tu vois, dans un club où tu peux tout te permettre et ta direction te suivra quoi qu'il arrive. Maintenant, il faut mériter ça aussi. Mais je trouve qu'il... Allez, je suis assez subjectif quand je dis ça. Moi, j'aime bien ce gars-là. Mais moi, quand je te lançais là-dessus, je ne critiquais pas Glasner, mais voilà, je parlais de la situation globale du club, où là, j'ai l'impression que c'est du gâchis. Ouais. Pour le reste, Marc a raison, c'est un gars qui a fait du bon boulot. Bien sûr. LASK, bien sûr, il a gagné l'Europa League avec Francfort, et je trouve que c'est quelqu'un qui est quand même toujours assez posé. Oui, mais le ressort est cassé quand même. Ah, maintenant, le ressort est cassé. Ceci dit, il reçoit pour 100 millions de joueurs quand même offensifs au mois de janvier. Il y a quand même Strand Larsen qui arrive, Johnson, Guessant qui arrive en prêt. Donc, offensivement, ils sont renforcés parce que Mateta est toujours absent. Oui, voilà, mais il reste quand même la Conference League. Ils sont pas bons parce que j'ai fait quelques matchs là. Ils sont qualifiés face à des Bosniens. C'était par le chat de l'aiguille. Mais ils restent favoris et donc il y a peut-être encore quelque chose à aller chercher et terminer en beauté cette histoire entre Glasner. Et s'ils gagnent la Conference League, tout le monde se quittera en se prenant dans les bras et tout ça. Comme l'année passée avec Postecoglou à Tottenham. Mais imagine que cette équipe gagne la Conference League en ayant été éliminée en FA Cup par un club de 6e division. Mais ça, c'est la Cup, c'est un accident, ça peut arriver, oui. C'est le charme de la Cup. Oui, il y a encore hier soir, il y a Port Vale qui est dernier en Ligue 1 qui a éliminé Bristol City, donc ça reste le charme de la Cup. Et en Conference League, en 8e de finale, le Crystal Palace affrontera l'Arnaca, donc en principe, qui a été gagné à Crystal Palace pendant la phase de groupe. Voilà, comme ça on est complet. Voilà. C'est fantastique la Conference League aussi. Bien, Tottenham Palace derby important vu le contexte. Bien entendu, ce sera donc jeudi à 21h et on est curieux aussi de voir l'issue de ce derby. On passe à présent à notre chapitre allemand.
Une situation classique, on l'a dit, en Allemagne, avec une journée le week-end passé et une journée le week-end prochain. Les performances des Belges le week-end passé. Rien de bien neuf, j'ai envie de dire. Pas de but, pas d'assist. Mais c'est important quand même. Sambi Lokanga et Al Dakil ont retrouvé un petit peu de temps de jeu. Ça, c'est important. C'est pas mal. Ouais. Non. Moi, ça me rappelle presque les années où il y avait que Nico Van Kerkhoven dans ce championnat. Non, mais là, ça fait peine à voir. Nico Van Kerkhoven. Ouais, c'est ça. Je sais pas pourquoi. Là, c'est... Je ne sais pas. Mais ils sont plus beaucoup à jouer, ans, les Belges, quand même, en Bundesliga. Ça devient inquiétant. Je ne sais pas si c'est encore un bon championnat pour eux. Bah, c'est vrai que pour l'instant, c'est un petit peu compliqué. Mais bon, pour Sambi, c'est pas mal parce qu'il était quand même blessé depuis 3 semaines, blessure à la cheville. On était inquiet. Apparemment, ça va. Donc, oui, lui aussi, il espère encore peut-être aller à la Coupe du Monde. Pour Al Dakil, ça va être un petit peu plus compliqué dans le sens où son temps de jeu est extrêmement limité, même si cette fois-ci, il a joué une demi-heure. Bon, en Allemagne, il n'y a pas de grosse affiche véritablement, mais un match intéressant quand même entre le Bayern et le Borussia Mönchengladbach. Marc, le week-end dernier, je t'ai entendu dire en parlant de ce match, ça c'est un match pour les quinquagénaires, ça va nous rappeler des souvenirs. Moi je dirais plutôt même pour les sexagénaires, mais rappelle-nous quand même tes souvenirs. Mais non, mais c'est toute notre enfance, hein, ça. Allez, les années 70. Mönchengladbach, moi, quand j'étais petit, c'était l'équipe que je préférais avec Liverpool. C'était Mönchengladbach, c'était Rainer Bonhoff. Je me souviens que c'était la première fois où on avait calculé la vitesse de puissance d'un tir. Et à l'époque, Rainer Bonhoff dépassait les 120 km/h. Je te parle des années 70, hein, où les voitures n'allaient pas aussi vite que maintenant. Et le petit gamin que j'étais, je sautais dans le mur chez mes parents. Je disais, purée, je vais à combien là, à 20, à 30, à 40. Bonhoff, c'était... Il y avait Netzer, il y avait Stilicke, Vaux, évidemment. Ouais, et puis les entraîneurs mythiques, hein, Weisweiler, Lattek. Les années 70, c'est les années Mönchengladbach. Après, c'est terminé. Hein. Là, et alors, ce qui était marrant, c'est qu'ils ont la particularité de partager avec Bruges le fait d'avoir été battu en finale et de la Coupe des clubs champions et de la Coupe UEFA par Liverpool. Ouais. C'est bizarre, hein, dans la même décennie, quoi. C'est fou. Marc Delire, historien du sport et du football. Mais c'est vrai, tu as raison. Et à l'époque, il y avait, oui, c'est vrai, il y avait Gladbach, il y avait le Bayern quand même déjà aussi, il y avait Hambourg aussi, hein. Rappelle-toi, dans les années... évidemment, Hambourg avec Kals et Kigan qui était allé aussi là-bas après, Kigan qui était évidemment le joueur emblématique de ces années-là. Ouais, non, Hambourg c'était Magath. Magath. Bon, la parole est aux jeunes. Il est de devenir enfin historien. La parole est aux jeunes. Et pour faire le trait d'union entre le Bayern et Mönchengladbach, qui d'autre que Jupp Heynckes aussi. Oui, oui, tout à fait. Bon, allez, le Bayern est quasi champion, hein, on peut dire ça comme ça, suite à sa victoire du week-end dernier à Dortmund, avec 11 points d'avance, le titre en principe, voilà, ça c'est fait. Est-ce qu'on peut dire alors que les choses sérieuses, vraiment, maintenant, vont commencer pour le Bayern? Avant, c'était OK. Mais... Là, vous voulez dire que le Bayern est quasi champion déjà depuis le premier match de la saison, quoi. Presque, mais bon... c'est sur les matchs qui arrivent et les mois qui arrivent qu'on va les juger, évidemment. Oui, sur la Ligue des Champions. Ah bah oui. Voilà. Oui, à mon avis, c'est l'objectif numéro 1 de Vincent Kompany. C'est de tout gagner, hein, tout simplement. Oui. Voilà. Bon, Marc, tu étais à la présentation du match face à Dortmund, hein, le Bayern qui s'est imposé. Je pense que c'était et tu seras d'accord avec ça, une victoire logique, une deuxième mi-temps animée. Et alors aussi, quand même, je voudrais qu'on parle de ce gars-là, un but magnifique de Joshua Kimmich. Au Bayern, on parle souvent des éléments offensifs, évidemment, parce qu'ils sont exceptionnels. Kane au lycée, Dias, Karl aussi de temps en temps, mais Kimmich, exceptionnel aussi comme rendement. Mais dans toutes les grandes équipes, les gars, il y a toujours eu le cerveau. Moi, je préfère le cerveau plutôt que le bras droit de l'entraîneur, parce que Kimmich, c'est le bras droit, c'est le bras gauche de Kompany. Ce gars est d'une maturité, d'une intelligence footballistique, et à mon avis, une intelligence tout court particulièrement élevée. Je trouve que sa mentalité est bonne. Il a juste ce côté vainqueur, crapuleux comme il le faut. Je trouve que dans tous les paramètres qui font de l'excellence d'un joueur de football, il les coche tous. Et je le disais avec Anthony Van Den Borre et Thomas Châtel, pour moi, il
il a vraiment, si le Bayern fait le triplé cette année et il y a la Coupe du Monde en toile de fond, il est pour moi un candidat potentiel au Ballon d'Or. Parce que si Sammer l'a eu un jour, pour moi, il est même encore plus fort, Kimmich. Je me dirais bien qu'on me dise quel est son point faible. Parce que pour moi, il n'en a pas. Non, c'est le profil du joueur vraiment qui est la courroie de transmission, relayeur, intelligent. Il en faut. Alors tu parles de Ballon d'Or, je rappelle quand même que Modric, dans ce rôle, dans un rôle pareil, Modric a eu le Ballon d'Or, Iniesta, Rodri. Il n'a pas eu, hein, Iniesta. Iniesta n'a pas eu. Rodri aussi, tout récemment, bien sûr. Parce que Kimmich, c'est quand même plus de 100 assists sous le maillot du Bayern. Il a un pied droit incroyable. Et Marc disait, son point faible, non, il n'y en a pas vraiment. Ça aurait pu être sa polyvalence, comme certains joueurs. Mais lui, il est tellement intelligent, il est tellement rusé. Ouais. Et c'est pas pour rien que ça fait 2-3 ans que c'est le capitaine de la Nationalmannschaft non plus. Aussi. Il était arrivé... en 2015, je pense, pour remplacer Bastian Schweinsteiger. Arrivé comme arrière droit. C'est Guardiola qui l'a replacé dans le cœur du jeu. C'est vrai. Et Lam aussi, à l'époque. Il l'a replacé, Guardiola, Lam, dans l'entrejeu. Bon, ben voilà. 2015, ça fait 10 ans. Mais tu sais, pour moi, c'est un des rares joueurs dont la polyvalence, tu vois, n'est pas un problème. Parce qu'au contraire, tu l'alignes à un poste, il le bonifie encore, alors qu'il n'était pas prêt pour ça. Ce mec, je te dis, il est capable de tout. Oui, exact. Un but pour Kimmich et 2 buts, évidemment, comme d'habitude, pour Harry Kane. Évidemment, parce que le week-end dernier, c'était son 4e doublé d'affilée. On n'avait plus vu ça en Bundesliga depuis Tomislav Maric, avec Wolfsburg en 2001. Phénoménal, véritablement. Harry Kane est plus fort que jamais. Je crois qu'on est tous d'accord là-dessus. On l'écoute. In all competitions, you have more goals than in either of your 2 seasons at Bayern. Already. It's March tomorrow, Harry. Do you know how many goals that is, by the way? 45? Yes! Yes, there we go. A striker never forgets! A striker knows, yeah. I think sometimes you go through spells as a striker where almost everything you touch goes into the back of the net. Whether you finish it well, whether you don't, it kind of just seems to go in. And there's times where you might go 2 or 3 without a goal. You're hitting everything clean. You're hitting the post. The keeper's making good saves. And it's important in both moments to stay calm, you know. I know in this team I'm going to get chances. Serge put one on the plate for me today. Stanley done well for the penalty. And, you know, I always try and step up and help my team in those situations. So, it's important not to get too carried away. But of course, use the moment, use the momentum that you're on. I look forward to every game. Do you think you need a break between now and the World Cup final? Or let's start with the Champions League final and then the World Cup final, or you just keep playing as much as you can? German here, right? That's a long way away yet, but it sounds good to me. But yeah, there's a long way from now until then. Like we just said, we're not even in March yet. We'll March tomorrow, and so many more games to play, both in all competitions. So we put ourselves in a great spot right now, and we have to use that. We have to enjoy that. But also get ready kind of for these next 3 months, because this is when the season really starts, when the big games start, and we need to be ready for that. Bon, les journalistes anglais se voient déjà en finale de la Coupe du Monde. Ça, c'est la première info. Marc, alors moi je trouve, et je pense qu'ici en plateau on est d'accord avec ça, j'imagine que toi aussi, ce qui est extraordinaire aussi, au-delà de ses qualités de buteur, là on voit ses statistiques. Et ça confirme, bien entendu, que cette saison-ci, il a déjà marqué plus de buts que les 2 autres saisons, donc ces 2 premières saisons avec le Bayern. Mais c'est son humilité, parce que sur le terrain, c'est un monstre, c'est un extraterrestre. Mais quand on l'entend parler, et quand on l'entend en général dans les interviews, et quand on le voit sur le terrain, c'est pas quelqu'un qui a, semble-t-il, la grande gueule. C'est pas quelqu'un qui va faire des vagues. Il marque, et il reste très discret. C'est fabuleux, ça aussi, non ? Ça change des gros égos qu'on a connus chez certains grands buteurs. Mais toutes les personnes, parce que j'avais vu un reportage le concernant lorsqu'il était parti Tottenham et les souvenirs qu'il avait laissés, c'était magnifique. Tout le monde était... il y avait une unanimité autour de lui, de sa gentillesse, de son calme. Et aussi, pour reprendre les propos de Glasner tout à l'heure, il sait d'où il vient. Mais lui, au moins, il sait où il va. Je rappelle, il a déjà 32 ans. Le poids des ans n'a aucun impact sur lui. Non. Et on parlait de l'intelligence de Kimmich.
t'as Kane devant, avec compagnie, ça fait beaucoup, hein, les gars. Alors, il y a l'Atalanta Bergame dans quelques jours. Ça peut aller loin, ça peut même aller très loin. Alors, je ne sais pas s'ils vont aller en finale de la Coupe du Monde, mais si ça tombe, Kane sera peut-être l'adversaire principal de Kimmich pour le Ballon d'Or dans ces cas-là. Et ça, ce serait une renaissance sur le plan continental pour le Bayern, ce serait bien. Ouais, et puis il y a quelqu'un qui n'a rien gagné avant son passage au Bayern et qui pourrait multiplier cette saison, imaginons les trophées. C'est ce que j'allais dire, on parle de son humilité, mais quelle fidélité. Il a gagné son premier titre collectif, il a eu des titres de meilleur buteur à 30 ans, donc il a dû attendre d'aller au Bayern, d'accepter finalement un transfert au Bayern pour aller gagner des titres s'il était parti 5 ans plus tôt, parce qu'il marque des buts comme ça depuis des années. Depuis toujours. Donc il aurait eu un palmarès exceptionnel. C'est pas c'est les pas premières années. Depuis 5-6 ans, il marquait quand même ses 20-25 buts minimum par saison à Tottenham. Non, je voulais simplement dire qu'il avait percé un petit peu plus tard que d'autres joueurs. Ok, il est extraordinaire, évidemment. On rappelle aussi que le Borussia Mönchengladbach, qui se rend donc au Bayern, est 12e à 3 points du Werder Brême, qui est donc barragiste, donc la situation est un petit peu compliquée. C'est pas la première saison que cette équipe a quand même donc, des difficultés sportives. Il y a quelques mois, rappelez-vous, on avait eu un supporter, Georges Desquien, que Marc connaît d'ailleurs très bien aussi, qui est un grand supporter de Gladbach. Et il nous avait dit, depuis des années, la gestion sportive n'est pas bonne. On vend nos meilleurs joueurs et ceux que l'on accueille ou que l'on transfère ne sont pas du même niveau. On va voir, parce qu'on a regardé un petit peu quand même les derniers transferts sortants de cette équipe. Et c'est vrai qu'il y a des noms quand même. Hein. Mbolo, Sommer, Thuram, Bensebaini, Hoffmann, Koné, Itakura, le japonais. Tout cela sur les 3 dernières saisons. Et ce sont des joueurs aussi dans tous les secteurs du jeu. Tous les noms là, à eux seuls, c'est 60 millions d'euros. C'est quand même pas beaucoup pour tous ces joueurs-là. Non, mais ça veut dire... on se demande vraiment ce qu'ils ont fait en coulisses, parce que Bensebaini, Thuram, ce sont des gars qui sont partis gratuitement. C'est pas le Gladbach qui les a vendus, donc il n'y a pas eu de rentrée sur ces transferts-là. Et moi, je comprends que ça change de directeur sportif très régulièrement. Mais ils ont pas changé, pas plus tard qu'en octobre, avec un nouvel entraîneur qui a suivi au mois de novembre. Il y a un énorme chantier, mais moi, à travers Gladbach, j'ai un petit peu peur pour ces monstres sacrés du foot allemand. Hein. Il y a Gladbach qui est en danger quand même de relégation. Mais il y a Wolfsburg qui a été champion il y a une quinzaine d'années. On a le Werder qui est très mal embarqué aussi. Vrai. Certes, il y a peut-être Schalke qui va remonter, mais ça fait peur. Ce sont des institutions. Oui, mais il y a beaucoup de concurrence aussi en Allemagne, hein, avec des magnifiques stades partout et des stades qui sont pleins. Ce qui, à part le Bayern évidemment, qui est au-dessus avec Dortmund. Dans cette équipe de Gladbach, il y a aussi le cas Kleindienst, qu'on a connu chez nous en Belgique. Marc, tu te souviens de Kleindienst, Tim Kleindienst du côté de la Gantoise? Il n'avait pas non plus fait des choses extraordinaires. Hein. Il est blessé. Je ne vais pas te raconter de carabistouille, j'ai un souvenir plus que vague, je dirais même opaque de Kleindienst. Voilà. Mais voilà, c'est un gars quand même qui est absent depuis toute la saison. Il n'a joué que quelques minutes. La saison dernière, il avait marqué 16 buts. C'est vrai à Gand, mais il était plus jeune à Gand, donc ça avait été un petit peu compliqué. Mais voilà, absence au niveau offensif. Il était même devenu titulaire de l'équipe nationale allemande. 6 matchs, 4 buts. Puis oups, il disparaît des radars. Bon, non, mais blessé. Donc c'est le handicap pour Gladbach également cette saison. Non ? Il y a beaucoup de choses qui ne vont pas. Ok, voilà. Donc ça, ce sera ce week-end aussi, ce match entre le Bayern et Mönchengladbach. On arrive tout doucement à la fin de cette émission. On va remercier Marc, évidemment, qu'on va laisser à la préparation de ces présentations. Tu seras avec qui en plateau, Marc, ce mercredi ? Avec les Thomas, avec Thomas Meunier et Thomas Châtel ce soir. Ok, ben écoute, tu les embrasseras de notre part, Thomas. Thomas Meunier qui est un grand fan de Manchester United et qui va venir avec le maillot de Cantona. Ça, c'est un collector quand même. Un vrai maillot de Cantona à l'époque. Ouais. Donc il a reçu quand il était petit ou quoi, quelque chose comme ça. Écoute, tu n'as qu'à regarder le Sport ce soir. Quel teaser. On n'aura pas la primeur. Ok. Voilà. Merci beaucoup, Marc, en tout cas, de nous avoir accordé un petit peu de ton temps. Ciao. Parce que je sais qu'il est précieux et c'était vraiment très sympa de t'avoir avec nous.
Allez, salut Marc. On termine avec le programme donc de PlaySport, la Bundesliga sur PlaySport. Ce sera ce week-end avec le match entre le Bayern et Gladbach. On en a parlé. Samedi, Wolfsburg-Hambourg, Fribourg-Leverkusen. Leverkusen qui doit quand même prendre des points aussi pour se placer dans le top 4. Dortmund se déplace à Cologne. Et puis dimanche, 5 Poli face à Francfort et Union Berlin, Werder Brême. Voilà. On arrive à la fin. Merci Ben. Avec plaisir. Merci Serge. Merci C'était un plaisir de passer ce moment avec vous. Merci à vous de nous avoir suivis, bien entendu. Je vous rappelle également que cette émission sera relayée comme tous les jeudis sur le site de Sudinfo. Et puis n'oubliez pas les réseaux sociaux sur lesquels vous pouvez nous retrouver. Merci à l'équipe technique. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau PLB Club. Bye bye.